quand vous parlez de l'avenue Kabambaré, j'ai vu les gens se noyer dans l'eau. Il n'y a pas de route, Il n'y a pas de route pour passer. Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous allons faire le tour de l'actualité. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec cher Franck pour parler avec lui. C'est l'actualité qui est dans notre atelier que j'ai dit maintenant. Cher Franck, bonjour. Bonjour, cher Pascal. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Oui, je suis vraiment heureux de vous recevoir sur ce plateau pour qu'on puisse parler avec lui sur l'actualité. Pour ne pas déborder nos temps ou bien prendre le temps de nos téléspectateurs, nous avons un sujet que nous intitulons la publication du gouvernement provincial de ville de Kinshasa qui est dirigé par M. Daniel Mumba. Ces jeunes talents, ce monsieur-là qui était à l'opposition hier, aujourd'hui, il est maintenant à la gestion de la ville de Kinshasa. Nous attendons voir, cher Franck, la publication du nouveau gouvernement. Quels sont les défis que le gouvernement est censé de répondre, le gouvernement provincial de Kinshasa? Exactement, cher Pascal, je voudrais commencer par vous remercier pour cette problématique combien pertinente. Seule de la publication du gouvernement provincial dirigé par Daniel Mumba est le défi majeur à relever. Voilà, parmi tant de défis majeurs à relever par ce gouvernement provincial que dirige M. Daniel Mumba, je dois ici citer quelques défis. Je vais commencer par l'état de délabrement très avancé de nos routes au niveau de la province. La province n'a pas en tout cas de route. À cela, doit-on également ajouter le problème de l'électricité, parce qu'à la cité et un peu partout, les gens pleurnichent au sujet de l'électricité. Également, en dehors de l'électricité, on doit également évoquer le problème d'eau. Il n'y a pas quand même d'eau suffisante au coin, zéro coin de la province de Kinshasa. Et en tout cas, ces problèmes, pour ne pas aller assez long, même ces trois problèmes majeurs d'abord, il faut essayer de réfléchir sur cela. Ce sont des problèmes qui doivent trouver nécessairement une solution de manière idoine. Parce que si on parle de l'eau, quand vous partez là au Faubourg jusqu'à Maninga et un peu partout là, vous trouverez que les gens souffrent d'eau. Surtout la commune d'Ngalema, par exemple. La commune d'Ngalema, il y a un problème d'eau au niveau du Faubourg là-bas. Il n'y a pas d'eau, l'eau ne coule pas au robinet. Hein. Il faut que les gens achètent de l'eau qui vienne au moyen de citernes. Et c'est vraiment un problème majeur. La ville-province de Kinshasa, par ce gouvernement qui venait d'être publié, le est chapeauté par Excellence Daniel Mumba, devra donc s'y atteler et devra donc réfléchir longuement sur ça pour en trouver beaucoup de solutions. Également l'électricité, il n'y a pas de courant, il y a le départ intempestif du courant et cela ne permet pas en tout cas que le gens puisse travailler normalement. Et vous savez, l'électricité résout beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des chambres froides, il y a des gens au niveau du bureau qui doivent travailler. On s'est préparé sur... Et même il y a des là dans le ménage qui doivent préparer avec de l'électricité, avec les réchauds. Et il y a également au bureau, comme je le disais tantôt, les gens doivent travailler. Ils ont des ordinateurs, ils ont des portables, ils ont des machines photocopieuses et consorts qui fonctionnent au moyen de courant. Sans électricité, en tout cas, rien ne va marcher. Et aussi, la problématique des problématiques, c'est les routes. Il n'y a pas de route. Descendez sur Kabambaré, vous verrez qu'il n'y a pas de route. Descendez également sur la route qui mène vers Cabinda. Cabinda jusqu'à Père Victoire. Là-bas, il n'y a pas de route. Surtout devant Père Victoire, il n'y a pas de route. Vous trouverez que les gens traversent à retrousser leurs pantalons pour traverser là-bas. C'est comme s'ils sont devant une rivière, devant un fleuve ou une mer, ou je ne sais pas moi quoi dire à ce sujet. Vous savez, je ne vous coupe pas le mot, je dois vous laisser, vous allez continuer.
Quand vous parlez de l'avenue Kabambaré, oui, autrefois, je passais là, on m'avait transporté sur la moto, j'ai vu les gens se noyer dans l'eau. S'il pleut là, il n'y a plus de route pour passer. Il n'y a pas de route, Il n'y a pas de route pour passer. Il s'agit de Kabambaré, il s'agit de Kabinda, il s'agit de Croix-Rouge, il s'agit de 24 pour arriver à la prison Makala. Ce n'est pas seulement là. Oui, à Selemba ou là-bas, il n'y a pas de route. J'étais là il y a quelques jours passés, avant d'arriver sur la prison centrale de Makala. Mais vous envoyez chaque jour le prisonnier pour aller, lorsqu'ils ont les audiences, leur retour et même leur aller vers les audiences. Mais ils peuvent s'évader. À qui incomberait en tout cas ces problèmes? À ceux qui sont commis à leur garde pour les amener et les faire retourner à la prison? Non. C'est l'état de route. En tout cas, les autorités doivent s'y atteler si vite alors pour que des solutions soient trouvées, de peur que nos routes soient réhabilitées, réaménagées, parce qu'on en a marre, il n'y a pas de route, on ne sait pas à quel sens c'est voué. Nous parlons sur le défi que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa est censé de répondre aux besoins des Quinois et Quinoises. Pour ne pas aller encore plus loin, si nous parlons de l'électricité que vous venez de parler, chez Franck, souvent que quand il y a des matchs de football, vous trouvez dans nos quartiers, on nous coupe du courant avec ces nouveaux ministres. Est-ce qu'ils seront capables de répondre aux besoins des Quinois? Ce que je peux répondre à cette question, cher Pascal, c'est que la publication, nécessairement que cela a tenu compte de compétences. Sûrement qu'il y a eu des gens qui sont nommés là au niveau du gouvernement provincial, certainement qu'ils ont passé par des consultations et autres, et que leurs compétences ont été prouvées pour qu'ils y arrivent. Mais alors, ce qu'il faut, c'est que il y a beaucoup de filles devant eux qui doivent nécessairement répondre à tout ce défi. Et lorsque vous venez là d'évoquer une question que les Quinois disent, voilà, stratégie na bango, ça là toujours, lorsqu'il y a des matchs de grands rendez-vous, il n'y a toujours pas de courant au niveau des maisons, et pour essayer un peu de rentabiliser, resto bar et partout un peu. Oui. Les Quinois disent que c'est une stratégie à Yasnel. Bon, nous, on n'entre pas profondément là-bas, mais ce qui est sûr, c'est que ce secteur-là de l'électricité doit avoir également aussi un manager qui saura stabiliser les choses parce que l'énergie constitue également le noyau. Il y a ma définition sur ça là pour que les bas réussir au gouvernement. Pour ne pas seulement parler de l'électricité, si nous allons aussi plus loin, des salubrités et partout dans la ville de Kinshasa, le problème des embouteillages. Ça n'en parlons pas. Ça encore, c'est vraiment un mot qui a logé Kinshasa, la capitale, la province. L'insalubrité, je le disais à l'entame même de ces magazines, le premier numéro, je disais que tout dépend de la mentalité de l'homme quinois qu'il est. Mais l'insalubrité, c'est nous qui sommes également auteurs. Qu'est-ce qui empêche qu'une politique soit mise en pied, une politique, une stratégie, que le gouvernement provincial, j'en sollicite aussi. On peut chercher une politique d'encaissement, une politique d'assemblage de ces saletés qui sont jetées ici et là. Ils peuvent trouver un moyen, même des camions qui peuvent circuler, si pas à la longueur de la journée, mais à la fin de la journée, le soir. Comme ça peut vider les saletés. Et il y a un dépositoire où on peut aller déposer toutes ces saletés pour que ça ne puisse pas inonder la ville tout entière, pour que ça ne puisse pas être vraiment une problématique publique. Parce que si vous circulez même dans les endroits où vous ne pensiez même pas trouver de saleté, vous en trouvez.
Vous savez, quand vraiment... vous parlez de l'endroit où on ne peut pas trouver les saletés, je m'en souviens, un jour, je suis arrivé au grand marché Zando. Et j'ai vu des gens acheter des chassés, mettre dans leurs pieds. Oh, j'ai essayé d'entrer, mais je ne pouvais pas marcher. Des bouts qui Je ne sont pouvais pas occasionnés, marcher, ce sont des bouts qui sont occasionnés nécessairement par les saletés qui nous-mêmes, population qui utilisons ce marché, qui sont les gens qui fréquentent chaque jour ce marché, sont le premier à jeter de manière aussi désordonnée, parce que l'ordre, comme l'ordre n'y est pas établi, parce qu'il n'y a pas de poubelle publique, je dirais, chacun est libre de jeter comme il veut, mais c'est une politique qui doit être instaurée par le gouvernement, l'hôtel de ville, pour que dorénavant le gens sache que après que j'ai utilisé un déchet, je dois le déposer quelque part, et le gouvernement, au travers de ses services de salubrité, viendra récupérer ce déchet pour en jeter quelque part au dépositaire. Donc, c'est un peu les quelques politiques qui doivent être mises en pratique par l'hôtel de ville pour répondre certainement à ces grands défis. Également aussi, je dois évoquer un problème, l'impayement aussi. Parce que Oui. d'ici là, Ok. on va écouter qu'il y a j'aime eu un beaucoup. paiement, il y a eu ceci et cela. Autrefois, quand le gouverneur Jean-Denis Ngobila qui vient de partir, il y avait des jeunes gens qui dormaient, qui balayaient pendant la nuit. C'était à partir de 23h, tu trouves les gens balayer. Mais ces gens-là sont partis, je peux dire, je peux aller même plus loin, dire 20 à 30 mois sans toutefois être payé. Et ces gens-là, ils sont partis où? Est-ce que ce gouvernement qui arrive vont prendre leurs responsabilités? Je ne sais pas. Avec ce gouvernement, nous les souhaitons seulement bienvenue. Nous les demandons au sens des responsabilités comme vous avez parlé. Exactement, cher Pascal. C'est que le gouvernement publié, nous leur accordons beaucoup de chance. Nous leur donnons beaucoup de prospérité, de succès, mais qu'ils travaillent non pas pour eux-mêmes, mais qu'ils travaillent pour le bien-être de la population. Parce qu'il y a beaucoup et alors beaucoup de défis qui les attendent. Mais seuls dans leur bureau climatisé, ils ne seront pas. Voilà pourquoi nous leur prêtons attention d'attendre la base, d'attendre ce qui se dit, même tout bas à la cité, pour comprendre le mot qui ronge la cité. Parce que c'est ce petit peuple-là qui ont des problèmes. Et ce sont leurs problèmes qui sont à résoudre, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle même de l'impayement, on en a évoqué, peut-être que je n'avais pas terminé. Très bientôt là, on va écouter, hein, et c'est lui qui vient de quitter, c'est lui qui vient de passer le flambeau à peut-être laisser l'impayement d'autant de mois, de ceci et cela, mais c'est une mauvaise habitude. Jusqu'où iront ces impayements cumulés? Donc, ce sont des choses à éviter. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander à ces gouvernements, ces nouveaux gouvernements, de faire les contrôles, de faire mieux pour l'avancement de notre province. C'est une province qui génère autant de moyens, qui peut aussi de soi résoudre beaucoup de problèmes. Mais on va d'ici là attendre que voilà, nous sommes bloqués parce que le financement au niveau du gouvernement niveau central ne vient pas, il y a ceci et cela. Non. Mais c'est une province aussi qui génère beaucoup de moyens, qui peut aussi de soi décoller. Mais on va attendre d'ici là des choses qui vont se rencontrer pour dire que voilà, nous n'avons pas été financés, on n'a pas reçu le soutien de tel ou tel autre, et voilà pourquoi les choses n'ont pas marché. Nous leur accordons beaucoup de chance, et nous savons que ceux qui ont été nommés, certainement qu'ils ont des compétences capables à résoudre le problème des Kinois, surtout des Kinois.
abonnez-vous sur notre chaîne, le grand débat. Alors, cher Franck, comme vous venez d'évoquer le problème d'un paiement, mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, cette ville de Kinshasa fait entrer beaucoup de recettes. Si vous essayez à marcher dans des grands marchés, dans de petits marchés comme Liberté, Zigida, partout, vous allez trouver les gens qui paient des impôts, qui paient des taxes chaque jour. Mais cet argent-là partout. D'ici là, on a appris. Nous le mettons dans l'inconditionnel. On a appris. Il y a quelques détournements à travers le gouvernement qui vient de partout. L'argent de quittance de motocyclistes paye chaque jour des 500 là. On a détourné. On ne sait pas les sommes. Seulement, nous vous disons, vous les nouveaux ministres qu'on nomme, il faut prendre vos responsabilités sur vous-même. D'ailleurs, j'ai apprécié le gouverneur de la ville, Daniel Mbumba, qui a interdit à tous les musiciens de ne plus, dans leur musique, de ne plus citer son nom. Parce que ce sont des gens qui cherchent peut-être le pain, ils cherchent, je ne sais pas. D'ailleurs, Kinshasa eza ville oyo ba institution nyonso ya mboka eza présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, nous avons hôtel du gouvernement, des ambassades, partout makambo nyonso. C'est le siège des institutions nationales. Ben tozosenga bango basalela biso nde malamu koleka baoyo bauti tika biso bauti ko bima batikala kosalela biso eloko moko te. Alors, nous entamons sur le deuxième sujet concernant conférences qui se sont déroulées à l'université de Kinshasa, Unikina. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, cher Franck? On écoute de gauche à droite, des balles perdues, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là. Bon, en fait, on est jeudi 20 juin 2024. Il s'était organisé cette conférence débat qui avait l'animateur principal, le professeur et président de l'Assemblée nationale, Monsieur Vital Kamerhe Lwakaingi. Il y avait une conférence organisée à l'intention de la communauté scientifique quinoise, bien sûr, et également internationale, parce qu'il y avait bien d'autres scientifiques venus de tous bords. Oui. Voilà. Et cette conférence se tournait autour de la problématique du développement économique de la RD Congo, cette politique économique de notre pays qui devrait connaître de l'essor. En fait, c'était ça le noyau, le centre même de cette conférence. Mais hormis le professeur Vital Kamerhe, qui a été l'orateur principal, à ses côtés également figuraient d'autres figures de prouesse qui sont les économistes du pays, qui avaient également fait leur apparition, qui avaient également parlé quelque chose autour de ce grand thème, en fait. Nous citons là le professeur Julien Paluku, il y avait également Mouyindo Nzangi, et également le professeur Matata Mponyo Augustin, ex-premier ministre, et bien d'autres qui ont parlé de la politique économique en vue du développement de la République démocratique du Congo. Voilà. Oui. Sur cette conférence-là, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont en train de créer sur l'air X où il faut que ce monsieur la parte, il faut que ce monsieur, comment ce monsieur-là peut tenir de tels propos. D'ailleurs, je tiens à remercier d'abord le président de la République
pour sa confiance renouvelée à un fils du pays. Et c'est lui qui a fait ses études ici au Congo, que j'appelle Jean-Lucien Boussa. C'est un génie. Ce monsieur-là a vraiment des compétences dans tous les domaines. Partout où il a passé, il a laissé au moins ses traces. Je ne suis pas là pour faire des publicités ou bien parler de quoi que ce soit, mais au moins, si quelqu'un a fait quelque chose de bon, on devait toujours l'apprécier. Ce monsieur-là n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup de politiciens, on entend beaucoup de journalistes que souvent nous les appelons les moutons noirs, qui se sont infiltrés dans notre métier en train de parler mal. Souvent, moi, je l'appelle un génie parce que c'est la personne à qui je vois que la connaissance est là. C'est la personne qui a au moins des connaissances sur ce qu'il fait. Dis-moi, des propos du ministre de portefeuille, Jean-Lucien Boussa, était réellement, il a adressé à qui? Voilà, cher Pascal, face à cette question que vous me posez, je voudrais commencer par dire que lorsque on évoque la démission du ministre, ceci et cela, pour commencer, et pour moi, je crois que c'est un faux débat. Et alors, un faux débat. Ce que les gens doivent comprendre, c'est faire une distinction nette et claire entre tout ce qui est politique et ce qui est scientifique. Lorsque le ministre Jean-Lucien Boussa intervient dans une conférence, alors, conférence, débat scientifique, il ne faut pas faire une confusion entre ce qui est scientifique et ce qui est politique. Dans la science, on fait des analyses qui sont objectives. Ce sont des analyses objectives et non subjectives. Et ce ne sont pas des propos qui doivent être politisés alors qu'il s'adressait à un auditoire scientifique. Il a fait des analyses scientifiques. Et lorsqu'il évoque que dans notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à 2018, le pays a connu une crise de leadership. Et il appelle à un leadership qui soit visionnaire, qui soit gestionnaire et qui soit à la fois stratège. Et lorsque le partisan, je ne vais pas citer les partis ici parce que je ne suis pas politicien, mais je suis en train de faire une analyse indépendante. Lorsque un cas politique veut faire une récupération, mais ils doivent analyser dans quel cadre ce ministre a tenu ses propos. Était-il dans une matinée politique? Était-il dans une conférence politique? Mais non, c'est une conférence purement scientifique. Et les analyses scientifiques, elles doivent être objectives. Il n'a que dit des choses qui sont vérifiées et vérifiables par rapport à la science, bien entendu. Mais lorsqu'on veut dénaturer ses propos, lorsqu'on veut décorer de manière aussi à donner une couleur propre à elle par rapport à ses propos, mais non. Il a parlé de choses qui vont dans un sens tellement scientifique. Lorsqu'il prouve par la démonstration de notre PIB, la situation aussi, je dirais, la situation un peu floue de notre économie, à faisant peindre un tableau sombre, à faisant peindre un tableau aussi nuagé de notre situation économique, il n'a pas menti. Il n'a que dit la vérité, la pure vérité. Et c'est dans un contexte aussi scientifique.
Les gens doivent comprendre que ce qui est science et ce qui est politique est politique. Il n'a pas placé ses propos de manière politique, c'était de manière scientifique. Et on doit également savoir que le parcours de ce Messie est un parcours élogé. Il a réalisé de grandes choses pour notre État congolais. Il n'a pas seulement parachuté de manière à ce qu'il se retrouve là, ministre. Non. Il a un parcours. Il a suivi des échelons. Il a suivi des échelons. Et ce sont des hommes comme ça, dans un état digne de son nom, qui méritent avoir aussi un rat comme il l'est aujourd'hui. Vous savez, cher Franck, avant que l'élection de l'Assemblée nationale puisse se faire, il y avait quelques partisans d'un certain parti politique qui s'opposaient au professeur Vital Kamerhe, qui se disait, oui, si lui sera président de l'Assemblée nationale, il va commencer à bloquer tout ce que le président dira, il va commencer à bloquer, à faire n'importe quoi que ce soit. Mais quand nos élus, le député national, ont vu la connaissance, la détermination de la personne en question, ils ont dit, voilà la personne que nous pouvons donner nos voix pour qu'il puisse nous chapeauter comme le président de l'Assemblée nationale. Souvent dans notre pays, je remarque s'il y a une personne qui sacrifie toute sa vie pour la nation, pour le pays, comme je peux le dire, il y a toujours quelques camps qui se lèvent pour dire, oh, pourquoi ça, pourquoi seulement lui, pourquoi seulement lui, pourquoi seulement. Mais c'est la personne qui donne sa vie pour servir d'une nation que nous sommes. Mais, cher Pascal, je voudrais, parce que je n'ai pas évoqué ces problèmes, je voudrais m'adresser, cher journaliste, il faut respecter votre profession. Éthique et déontologie, journaliste. Il faut respecter l'éthique et déontologie, comme dit cher Pascal. Vous savez, le fait doit rester sacré. Le fait doit rester dans ses natures, en fait. Dénaturer, décontextualiser un fait mérite des sanctions. Lorsque le ministre de portefeuille Jean-Lucien Boussa Tomba analyse ces faits de manière scientifique de ce qui est notre économie, mais c'est un secteur en fait, c'est un secteur. Lorsque même il évoque qu'il y a eu manque de leadership, il faut aussi essayer de voir est-ce que c'est un leadership national, c'est un leadership au niveau, il a évoqué à la tête de la nation, ou bien il a évoqué cela dans les secteurs économiques. Il faut aussi rester dans ça. Il évoque une situation dans le secteur économique. Et lorsqu'il parle de manque de leadership économique, cela ne revient pas à dire qu'il a pointé du doigt le chef de l'État. Pas du tout. Il faut rester dans le contexte, chers journalistes. Il faut également faire votre travail de manière appropriée. Ne pas dénaturer le fait. Le fait est sacré. Le fait est sacré, même si l'on dit que les commentaires sont libres, mais le fait est sacré, comme nous a enseigné par le professeur Félix Djiloubendi. Je dois ici vous rappeler encore le fait, pour nous, d'avoir passé dans un moule important, d'avoir étudié dans un milieu où nous avons été sous le barbe de grands. Le professeur Djiloubendi, que je salue à Passa, le professeur Georges Jérémy Wawa, que je salue également, et toute l'équipe, le professeur Anakle Vumbo, le professeur Matoumweni, tout le monde. Ce sont des génies qui ont formé de grands
l'ensemble du journalisme. Mais aujourd'hui, je ne te coupe pas d'abord. Je ne te coupe pas le mot. Si aujourd'hui nous parlons des journalistes, moi je peux dire, si tu n'es pas sorti de l'IFASIC, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi parce que tous les gens qui sont sortis de l'IFASIC, entre autres, je salue Patrick Mouyaya. Tu vois que la manière de communiquer, la manière de défendre, c'est vraiment admirable que vraiment j'ai aimé de passer à l'IFASIC. Des journalistes qui sont devenus politiciens ou encore qui subissent des manipulations politiciennes. L'achat des consciences n'est pas si bon. Nous devons rester dans le fait. Nous devons communiquer. Nous devons essayer d'informer la population dans la mesure du possible avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'exactitude, avec beaucoup de souplicité, mais cette souplicité doit être faite avec beaucoup de sérieux, comme je le disais, mais avec aussi l'esprit de garder le fait sacré. Parce que le fait, lorsque le fait dénaturé, comme je le disais là, ça dégoûte, ça fait même perdre la notoriété. Donc on doit rester dans l'objectivité, ce qui est même un critère assez important dans le journalisme. Oui, je rappelle, on est en train de parler sur le propos que le ministre des portefeuilles, Jean-Lucien Mboussa, avait parlé. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord parler de cet homme-là, Jean-Lucien Mboussa, que vous voyez. Ce monsieur est né le 26 mars 1962 à Likao, dans le territoire de Boutiala, dans la province qu'on appelle aujourd'hui Sud Ubangi, qui était appelé autrefois l'Équateur. Ce monsieur vraiment a un parcours long. Si je peux citer quelques, je ne pars pas loin, je cite quelques parcours que ce monsieur-là a réalisé. En 1988 jusqu'à 1990, il était auditeur financier. De 1990 à 1991, il était gestionnaire de budget. De 1991 à 1992, analyste économique à la direction commerciale. En 1991, enseignant et l'audit financier. En 1990 à 1992, enseignant de management à l'Université supérieure du commerce et de gestion, appelée IEC aujourd'hui, appelée IEC en général. En 1992, ce monsieur a vraiment un long parcours. Il entre en politique comme assistant du directeur du cabinet du président Mobutu Sese Seko Kokubwende Wazabanga. De 1994 à 1997, il était chef de département administratif des finances au cabinet du président de la République du Zaïre, M. Mobutu, comme je viens de le parler. De 2006 à 2011, élu député national de Boutiala. De 1990 à 2001, il a travaillé à la société d'électricité appelée. Il était comme contrôleur de gestion. De 2006 à 2011, vice-président des commissions ECOFI à l'Assemblée nationale. De 2011 à 2016, il est encore député national de la même circonscription de Boutiala. De 2011 à 2007, président du groupe recette à la commission ECOFI. De 2011 à 2013, président du groupe parlementaire
MLC à lui, et de 2008 à 2013, secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et stratégiques du parti MLC. Oh, ce monsieur a vraiment un long parcours. De décembre 2016 à 2017, il était nommé ministre, du plan, ministre d'État et ministre du plan dans le gouvernement Sami Badiba. De 2017, février à 2019, ministre d'État, ministre du commerce extérieur dans le gouvernement Tibal. De 2019 jusqu'à 2024, il était le ministre du commerce extérieur. Exactement. Sous le gouvernement Ilunga Kamba, Sam 1, Sam 2, et aujourd'hui, il est reconduit comme le ministre portefeuille. Les gens des partis politiques qui réclament sa démission, cela me fait peur, parce que si on arrive à perdre de tels messieurs, je ne sais pas l'avenir du Congo, mon cher. Exactement, c'est une tête et vraiment quelqu'un de grande prouesse que la République démocratique du Congo a mérité d'avoir comme ministre, aujourd'hui ministre de portefeuille. Son rôle est assez grand. Il a vraiment travaillé pour le pays et il continue à travailler pour le pays. Moi, je crois que les gens doivent faire beaucoup de confiance à lui pour qu'il puisse vraiment travailler et alors travailler parce que ça bénéficie également pour la République tout entière. Et donc, son importance est assez grandiose. Et je crois qu'il continue à travailler pour la République démocratique du Congo comme il a toujours été. Et comme vous le soulignez, c'est un génie. C'en est fini ici, chers téléspectateurs, là où vous êtes. Nous vous disons bonsoir, portez-vous bien. À très bientôt. Bye.